À 8 heures du matin, le 16 juin 1943, le capitaine Jay Zimmer était assis dans le cockpit glacial d'un bombardier qui était légalement censé être mis à la ferraille. Il volait à 25 000 pieds au-dessus des îles Salomon, un endroit où l'air était raréfié et la température descendait à 40 degrés en dessous de zéro. À l'intérieur de l'avion, le chauffage était cassé, la peau métallique était suffisamment froide pour brûler la peau nue, et les moteurs vibraient si fort qu'ils faisaient trembler les plombages de ses dents. Zimmer regarda par la fenêtre en plexiglas rayé les montagnes vertes déchiquetées de Bougainville. Il savait que là-bas, cachés dans la jungle, se trouvaient des milliers de soldats japonais et un aérodrome rempli de chasseurs zéro. Et il savait qu'au moment où il verrait son bombardier solitaire, il monterait pour le tuer. L'avion que Zimmer pilotait était un B-17, numéro de queue 40 et un tiret 2666. Pour l'armée de l'air, ce n'était qu'un numéro de série sur une liste d'équipements, mais pour les hommes du 43e groupe de bombardement, il avait un nom. Il l'appelait le vieux 666. Et il ne prononçait pas ce nom avec affection, il le prononçait avec peur. Cet avion était un paria. C'était l'oiseau de malheur, il avait la réputation de se faire cribler de balles, de se perdre et de rentrer avec plus de trous que de tôles. C'était une reine de hangar qui restait au bout de la piste, fuyant de l'huile et accumulant la poussière parce qu'aucun pilote sensé ne voulait le piloter. En 1943, un bombardier B-17 était censé être une forteresse. C'était une bête massive à 4 moteurs conçue pour transporter des tonnes d'explosifs au plus profond du territoire ennemi. Il était hérissé de mitrailleuses et construit pour encaisser les coups. Mais le vieux 666 était fatigué. Il avait effectué trop de missions et subi trop de dégâts. La structure était tordue, les moteurs étaient usés. Il était lourd, lent et se maniait comme un autobus scolaire avec des pneus à plat. Les autres pilotes de l'escadron l'évitaient comme une maladie contagieuse. Ils l'appelaient un cercueil avec des ailes et plaisantaient en disant que le seul endroit où il allait était le fond de l'océan. Mais Jay Zimmer n'était pas un pilote normal et il ne se souciait pas des réputations. Zimmer était un marginal. Dans le monde strict et discipliné de l'armée de l'air, il était un problème. Il ne saluait pas correctement. Il dormait pendant les briefings. Il portait son uniforme comme s'il avait dormi dedans. C'était un vagabond qui avait rebondi entre les escadrons parce qu'aucun commandant ne savait quoi faire de lui. C'était un excellent pilote, mais il avait une fibre rebelle, large d'1,5 km. Il ne voulait pas voler en formation. Il ne voulait pas suivre le chef. Il voulait se battre. Quand Zimmer arriva en Nouvelle-Guinée, il ne put obtenir ni équipage ni avion. Personne ne voulait voler avec le raté, et personne ne voulait lui donner un B-17 flambant neuf. Alors Zimmer fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il alla au cimetière d'avions. Il marcha jusqu'au bord de l'aérodrome où le vieux 666 était garé dans les hautes herbes en attendant d'être démonté pour les pièces. Il regarda le fuselage cabossé, il regarda les taches d'huile sur les ailes, et il décida que ce tas de ferraille allait être son char. Les experts se moquèrent de lui. Les officiers de maintenance lui dirent qu'il perdait son temps. Ils dirent que l'avion était un citron, un tas d'aluminium maudit qui ne volerait jamais correctement. Ils lui dirent qu'essayer de le réparer était comme essayer de mettre un pansement sur une jambe cassée. Mais Zimmer n'écouta pas. Il ne cherchait pas un char de parade, il cherchait une arme. Il recruta un équipage de marginaux similaires, des hommes qui avaient été laissés pour compte ou rejetés par d'autres pilotes. Ils s'appelaient eux-mêmes les castors enthousiastes, un nom sarcastique pour un groupe de gars qui se portaient toujours volontaires pour les missions que personne d'autre ne voulait. Zimmer et son équipage ne se contentèrent pas de réparer l'avion, ils le transformèrent. Zimmer savait que le B-17 standard avait des faiblesses. La plus grande faiblesse était le nez. Les pilotes allemands et japonais savaient que si vous attaquiez un B-17 de face, les mitrailleurs américains ne pouvaient ne pas vous arrêter. Le nez n'avait qu'une seule petite mitrailleuse de calibre 30 qui pouvait être déplacée de fenêtre en fenêtre. C'était un lance-poids contre un avion de chasse arrivant à 480 km/h. Zimmer décida de changer l'équation. Il alla dans les tas de ferraille. Il récupéra des mitrailleuses sur des chasseurs détruits et des bombardiers écrasés. Il ne demanda pas la permission. Il ne remplit pas les papiers. Il les prit simplement.
Il commença à boulonner des armes supplémentaires sur le vieux 666, jusqu'à ce que l'avion ressemble à une pelote d'épingles volante. Il remplaça les petites mitrailleuses de calibre 30 par de lourdes mitrailleuses de calibre 50. C'étaient des armes qui tiraient à une balle de la taille d'un doigt. Elles pouvaient percer des blocs moteurs et arracher des ailes. Il mit des calibres 50 jumelés dans les fenêtres latérales. Il mit des armes supplémentaires dans la salle radio, mais son chef-d'œuvre était le nez. Il monta une mitrailleuse de calibre 50 fixe juste à l'avant du cockpit, contrôlée par une gâchette sur son propre manche à balai. C'était du jamais vu. Un pilote de bombardier était censé conduire le bus, pas tirer avec les armes. Mais Zimmer voulait pouvoir viser l'avion entier sur l'ennemi et tirer comme un pilote de chasse. Quand il eut terminé, le vieux 666 n'était plus un B-17, c'était un cuirassé. Un bombardier standard transportait 13 mitrailleuses. L'avion de Zimmer en transportait 19. C'était le bombardier le plus lourdement armé du théâtre du Pacifique. Le poids était énorme. L'avion était déjà vieux et fatigué, et maintenant il transportait des centaines de livres d'acier et de munitions supplémentaires. Les ingénieurs dirent qu'il ne volerait pas, ils dirent qu'il était trop lourd, trop instable. Ils l'appelèrent un monstre de Frankenstein qui violait toutes les règles de sécurité du manuel. Le commandement le détestait. Ils dirent à Zimmer qu'il était fou. Ils lui dirent qu'ajouter tout ce poids rendrait l'avion trop lent pour suivre la formation. Zimmer leur dit qu'il ne prévoyait pas de voler en formation. Il prévoyait de voler seul. Il argumenta que la puissance de feu supplémentaire était la seule chose qui les garderait en vie lors des longues missions de reconnaissance solitaires pour lesquelles ils se portaient volontaires. Et c'était pourquoi, en ce matin glacial de juin, Zimmer était seul au-dessus de Bougainville. La mission était un aller-suicide. Le quartier général avait besoin de photographies des aérodromes japonais pour planifier l'invasion à venir. Il devait savoir où étaient les bunkers, où étaient les canons antiaériens et combien de chasseurs étaient assis sur la piste. Pour obtenir ces photos, un avion devait voler droit et à niveau directement au-dessus de la cible. Il ne pouvait pas zigzaguer. Il ne pouvait pas esquiver. Il devait être une cible stable et prévisible pendant 20 ou 20 minutes. Zimmer s'était porté volontaire parce que personne d'autre ne le ferait. Il connaissait les risques. Bougainville était la forteresse japonaise la plus lourdement défendue des îles Salomon. C'était une forteresse. Les Japonais avaient un radar. Ils avaient de l'artillerie lourde. Et ils avaient un escadron de chasseurs zéro d'élite dont le seul travail était d'arrêter les bombardiers américains. Alors que le vieux 666 bourdonnait vers l'île, Zimmer vérifia ses instruments. Les moteurs tournaient à chaud, la pression d'huile était instable, l'avion tremblait dans la turbulence, le nez lourd, plongeant, avec le poids des armes supplémentaires. Dans le compartiment du nez, son bombardier, Joe Sarnowski, vérifiait les mitrailleuses de calibre 50 jumelées qu'ils avaient enfoncées à travers le plexiglas avant. Sarnowski était le bras droit de Zimmer, un gars coriace de Pennsylvanie qui faisait plus confiance à Zimmer qu'à l'armée. Il connaissait le plan. Il savait que quand les Zeros viendraient, ils viendraient de face. Zimmer regarda la jauge de carburant. Ils étaient à 960 km de la base. Ils étaient seuls. Il n'y avait pas d'escorte de chasseurs. Il n'y avait pas de renfort. S'ils tombaient, personne ne viendrait les chercher. L'océan en dessous était vaste et vide. Une tombe bleue attendant qu'il tombe. Puis la voix du mitrailleur de la tourelle supérieure crépita dans l'interphone. « Contact à midi en haut ». Zimmer leva les yeux. Haut au-dessus d'eux, contre le bleu profond du ciel, il vit le reflet de la lumière du soleil sur le métal. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas deux, c'était un essaim. De petites formes élégantes se détachaient de leur altitude de patrouille et se tournaient vers le bombardier lourd. C'étaient des Zéros, et le Mitsubishi ASIC M, l'avion de chasse le plus agile du monde. Ils étaient rapides, ils étaient Martin, c'étaient mortels, et ils étaient pilotés par des pilotes qui avaient déjà passé des années à combattre en Chine et dans le Pacifique. Ils virent le B-17 solitaire et cabossé qui avançait péniblement comme une baleine perdue. Ils ont dû rire, ils savaient dit que le B-17 était faible au nez, ils savaient exactement comment le tuer. Zimmer les compta alors qu'ils commençaient leur plongée. 5, 10, 15, 17. 17 chasseurs contre un bombardier. Les chances étaient impossibles.
Les experts auraient dit à Zimmer de faire demi-tour, ils lui auraient dit de plonger vers les nuages, de larguer le carburant, de fuir pour sauver sa vie. Un seul B-17 n'avait rien à faire à combattre un escadron ennemi entier. C'était une condamnation à mort, mais Zimmer ne fit pas demi-tour. Il tendit la main et bascula l'interrupteur pour armer l'arme fixe devant lui. Il resserra sa prise sur le manche. Il regarda les seins de Zeros plonger vers lui comme des frelons en colère. Il savait qu'il s'attendait à une victime. Il s'attendait à une panique. Il s'attendait à un bombardier de l'armée standard avec un équipage terrifié. Il ne savait même pas qu'il plongeait sur un porc-épic. Zimmer poussa les manettes des gaz vers l'avant. Les vieux moteurs rugirent en signe de protestation. Il pointa le nez du vieux 666 droit sur le chasseur de tête. Il n'allait pas fuir. Il allait transformer son avion de ferrailleur en le piège le plus mortel du ciel. Le B-17 standard avait un défaut fatal, le nez. C'était une zone morte massive protégée par une seule mitrailleuse légère de calibre 30. Si un pilote de chasse attaquait de face, c'était comme essayer d'arrêter un taureau qui charge avec de l'eau de fleurs. Zimmer décida de combler cette lacune. Il ignora le manuel de l'armée et alla fouiller dans le cimetière d'avions. Il arracha de lourds canons de calibre 50 d'un P-38 de chasse détruit, des armes capables de percer des blocs moteurs et les traîna jusqu'au vieux 666. Puis il commença à percer des trous dans la peau d'aluminium. Zehammer décida de combler cette lacune. Il alla à l'épave d'un avion de chasse P-38 qui s'était écrasé sur la piste. Il arracha les lourdes mitrailleuses de calibre 50, des armes qui tiraient une balle de la taille d'un pouce capable de percer des blocs moteurs et des plaques blindées. Il traîna ses lourds canons jusqu'au vieux 666 et commença à percer des trous dans la peau d'aluminium. Il ne demanda pas la permission parce qu'il savait que la réponse serait non. Il monta des calibres 50 jumelés dans les fenêtres latérales, remplaçant les armes simples. Il ajouta des armes supplémentaires dans la salle radio pour que l'opérateur puisse tirer tout en envoyant des messages. Il entassa tellement d'armement dans la cellule que l'avion s'affaissa plus bas sur son train d'atterrissage. Mais son véritable chef d'œuvre était le nez. Zimmer réalisa que lors d'une attaque frontale, le pilote est généralement impuissant. Il doit rester assis là et conduire le bus pendant que l'ennemi lui tire dessus. Zimmer détestait être impuissant, alors il prit une mitrailleuse de calibre 50 fixe et la monta directement sur le plancher du cockpit, juste entre ses pieds. Il attacha un câble de l'arme à un bouton sur son manche à balai. Il la visa en peignant une croix noire sur le pare-brise. Cette modification était folle. Elle transformait un bombardier à 4 moteurs en un énorme avion de chasse lourd. Cela signifiait que Zehammer ne devait pas seulement piloter l'avion, il devait le viser. S'il voulait tirer sur un zéro, il devait physiquement tourner le bombardier entier de 20 tonnes pour aligner le réticule. Les ingénieurs regardèrent Nassalam installation et lui dirent que cela ne marcherait jamais. Ils dirent tout comme que le recul ferait trembler les instruments en morceaux. Ils dirent que le poids rendrait l'avion impossible à piloter. Ils appelèrent cela une expérience de Frankenstein qui allait le faire tuer. Mais Zimmer ne construisait pas l'avion pour les ingénieurs. Il le construisait pour son équipage. Les hommes qui volaient avec Zimmer étaient connus sous le nom de Castors enthousiastes, un surnom qui leur avait été donné par d'autres escadrons comme une blague, parce qu'ils se portaient de volontaires pour les missions que personne d'autre ne voulait. C'était une collection de marginaux, de rebelles et de laissés pour compte qui avaient été rejetés par d'autres équipages pour être trop indisciplinés. Mais sous Zimmer, ils devinrent l'équipe la plus mortelle du Pacifique. Le cœur de l'équipage était le sous-lieutenant Joe Sarnowski, le bombardier. Sarnowski était un homme calme et intense de Pennsylvanie qui traitait le nez du bombardier comme son propre royaume personnel. Lui et Zehammer étaient bien meilleurs amis, unis par un mépris partagé pour l'autorité et une conviction partagée que la puissance de feu résolvait tout. Quand Zehammer boulonna les armes supplémentaires dans le nez, Sarnowski fut celui qui trouva comment alimenter les bandes de munitions pour qu'elles ne se coincent pas. Il transforma l'avant de l'avion en un mur de plomb. Le matin du 16 juin, ce mur de plomb était la seule chose qui se dressait entre l'équipage et le désastre. La mission était une course de cartographie au-dessus de Bougainville, l'île la plus lourdement défendue des Salomon.
L'armée avait besoin de photos haute résolution des aérodromes japonais pour planifier une invasion. Pour obtenir ces photos, Zehammer devait voler droit et à niveau pendant 20 minutes. Il ne pouvait pas esquiver la flaque. Il ne pouvait pas éviter les chasseurs. Il devait être un canard assis. Zimmer savait que les Zéros viendraient. Les défenseurs japonais de Bougainville étaient l'élite. Ils pilotaient les derniers des modèles de Zéro peints en camouflage vert foncé. Ils étaient agressifs, compétents et affamés. Ils savaient qu'un B-17 solitaire était généralement une cible facile. Ils appelaient ces avions de cartographie solitaire des Joe Photo et les traitaient comme des cibles d'entraînement. Quand l'essaim de 17 chasseurs apparut à midi en haut, ils suivirent le manuel standard. Ils se divisèrent en groupes et s'alignèrent pour un assaut frontal. Ils prévoyaient de plonger à 480 km/h, visant le nez en verre du bombardier. Ils s'attendaient à voir la seule pathétique mitrailleuse de calibre 30 qui dépassait. Ils s'attendaient à ce que le pilote américain panique et se détourne, exposant le ventre de l'avion à leurs canons. Mais alors que le zéro de tête plongeait, le pilote a dû réaliser que quelque chose n'allait pas. Le B-17 ne tournait pas, il ne fuyait pas, il se tournait vers lui. Zimmer poussa les manettes des gaz vers l'avant, amenant les vieux moteurs à un cri. Il poussa le manche à balai vers l'avant, abaissant le nez pour amener son réticule noir sur le chasseur en plongée. Dans le compartiment du nez, Joe Sarnowski attendait. Il était accroupi derrière ses calibres 50 jumelés, ses pouces reposant sur les gâchettes papillons. Il regarda le zéro grossir dans le verre. Il pouvait voir les éclairs de bouche des ailes de l'avion japonais. Des obus de canon de 21 mm passèrent, en sifflant devant le bombardier, explosant dans l'air derrière eux avec des bouffées de fumée noire. Sarnowski retint son tir. Les experts enseignaient aux mitrailleurs de tirer en courte rafale à longue portée pour économiser les munitions. Sarnowski les ignora. Il attendit jusqu'à ce que le zéro soit si proche qu'il puisse voir la tête du pilote. Il attendit jusqu'à ce que l'avion ennemi remplisse tout le pare-brise. Puis le porc-épic fit claquer ses piquants. Zimmer appuya sur le bouton de son manche. L'arme fixe entre ses pieds rugit. Sarnowski pressa ses gâchettes. Les armes jumelées dans le nez éclatèrent. 3 flux de lourdes balles perforantes incendiaires convergèrent sur le zéro de tête. L'effet fut catastrophique. L'avion japonais ne subit pas seulement des dégâts, il s'évapora. Les lourdes balles de calibre 50 s'écrasèrent dans le bloc moteur du cockpit. Le zéro explosa dans une boule de feu orange et de débris. Cela se passa si vite que le pilote n'eut même pas le temps de s'éjecter. Une seconde, il attaquait. La suivante, il était un nuage de ferraille tombant en pluie sur l'océan. Les autres zéros de la formation furent stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu un bombardier se battre comme ça. Ils étaient tombés dans une scie circulaire, mais ils étaient professionnels. Ils ne rompirent pas, ils s'ajustèrent. Ils réalisèrent que la cible facile était en fait un cuirassé volant, et ils décidèrent de le submerger par le simple nombre. L'essaim rompit la formation et attaqua de tous les côtés. 4 zéros plongèrent aux faces, 2 arrivèrent par les côtés. Un autre groupe fit le tour pour attaquer la queue. Le ciel se transforma en un tourbillon chaotique de traceurs et de fumée. À l'intérieur du cockpit, le bruit était assourdissant. Le son de 19 mitrailleuses tirant en même temps secoua la cellule. L'odeur de cordite et d'huile brûlée remplit la cabine. Zehammer luttait avec les commandes, essayant de garder l'avion stable pour les caméras tout en combattant simultanément un combat aérien. Il donna des coups de pied dans les pédales du gouvernail, faisant déraper le lourd bombardier latéralement pour déjouer la visée des mitrailleurs japonais, mais les zéros étaient bons. Un obus de canon de 20 mm fracassa le nez en plexiglas. Il explosa à l'intérieur du compartiment, projetant des éclats d'obus partout. L'explosion projeta Joe Sarnowski en arrière. Il fut touché au ventre et au cou. Il s'effondra sur le sol, le sang coulant sur sa combinaison de vol. Dans le cockpit, Zimmer sentit un coup de masse sur son corps. Une balle avait percé le fuselage et fracassé sa jambe gauche. Une autre balle déchira son poignet. Le tableau de bord se brisa, projetant du verre dans son visage. Les pédales du gouvernail étaient glissantes de liquide hydraulique et de sang. L'avion fit une embardée. Le système d'oxygène fut touché. Les conduites hydrauliques furent découpées. Le vieux 666 était en train de mourir.
Zimmer regarda sa jambe. C'était une ruine. La douleur était aveuglante, une pointe blanche et chaude qui menaçait de le faire perdre connaissance. Il regarda l'indicateur de vitesse. Il fluctuait sauvagement. Il regarda l'altimètre. Il perdait nombre de l'altitude. Dans le nez, Sarnowski se vidait de son sang. Les autres membres d'équipage essayèrent de le traîner vers la salle à radio pour soigner ses blessures, mais Sarnowski les repoussa. Il regarda par la fenêtre du nez brisé et vit un 0 s'aligner pour une autre passe. Le pilote japonais pensait que les armes du nez étaient réduites au silence. Il venait pour la mise à mort. Sarnowski rampa vers ses armes. Il saisit les poignets avec ses mains glissantes de sang. Il ne pouvait pas se lever, alors il se hissa par le support de l'arme. Il cracha du sang sur le sol et aligna les viseurs. Le 0 arriva rapidement, tirant avec ses canons. Sarnowski ne broncha pas, il maintint la gâchette enfoncée. Les calibres 50 jumelés rugirent à nouveau. Les traceurs jaillirent et attrapèrent le 0 à la racine de l'aile. L'aile se détacha et le chasseur tourna violemment hors de contrôle, s'écrasant dans la mer en dessous. Sarnowski s'effondra à nouveau. Il n'avait plus rien, mais il leur avait fait gagner du temps. Zimmer combattit l'obscurité qui se refermait sur sa vision. Il saisit le manche à balai avec sa bonne main. Il réalisa que le combat n'était pas terminé. Ils avaient abattu 2 avions, mais il en restait encore 15. Et maintenant, le bombardier de Frankenstein saignait. Les câbles de commande étaient endommagés. Les volets étaient détruits. L'interphone était mort. Les pilotes japonais, enragés par la perte de leurs camarades, se formaient pour une attaque coordonnée. Ils allaient chiter frapper le vieux 666 de tous les angles à la fois. Ils savaient à poche baissée que le bombardier était blessé. Ils pouvaient voir la fumée qui traînait des moteurs. Ils pouvaient voir les trous dans le fuselage. Ils tournaient en rond comme des requins, sentant le sang dans l'eau. Zimmer regarda sa montre. La course de cartographie venait à peine de commencer. Ils avaient encore 15 minutes de vol droit et à niveau à faire avant d'obtenir les photos. S'ils faisaient demi-tour maintenant, la mission était un échec. S'ils faisaient demi-tour maintenant, le sacrifice de Sarnowski ne signifiait rien. Il serra les dents contre la douleur. Il poussa à nouveau les manettes des gaz vers l'avant. Il n'allait pas faire demi-tour. Il allait accomplir la mission. Il allait prendre les photos. Et si toute l'armée de l'air japonaise voulait l'arrêter, ils allaient devoir mâcher chaque centimètre d'aluminium et d'acier du vieux 666 pour le faire. Le pilote marginal et son avion de ferraille étaient seuls dans le ciel, brisés, saignants et en infériorité numérique de 15 contre 1. L'escalade était complète, le combat aérien s'était transformé en siège et les 40 minutes les plus longues de l'histoire de la guerre aérienne ne faisaient que commencer. Le cockpit du vieux 666 n'était plus un espace de travail, c'était un abattoir. Le capitaine Jay Zimmer était affalé dans son siège, sa combinaison de vol trempée de sang. La balle qui avait fracassé sa jambe gauche avait détruit l'os et sectionné le muscle. Une autre balle avait déchiqueté son poignet. Dans un monde normal, un homme avec ses blessures serait en état de choc, allongé sur une civière bourrée de morphine. Mais Zimmer n'était pas dans un monde normal. Il se trouvait à 8 km au-dessus de l'océan Pacifique, attaché dans une cage de métal de 20 tonnes qui était déchiquetée par 15 avions de chasse japonais. La douleur était absolue. C'était comme si quelqu'un avait branché son système nerveux directement sur le circuit électrique de l'avion. Chaque fois qu'il bougeait sa jambe gauche pour actionner la pédale du gouvernail, un éclair de souffrance brûlante remontait le long de sa colonne vertébrale. Chaque fois qu'il tirait sur le manche avec sa main abîmée, son poignet hurlait, mais il ne pouvait pas lâcher prise. S'il lâchait prise, le nez lourd du bombardier tomberait. L'avion entrerait en vrille et ils mourraient tous. Il devait piloter l'avion avec sa main droite et sa jambe droite, luttant contre le poids massif de l'appareil, tandis que son corps tentait de s'éteindre. Il regarda le tableau de bord. C'était un désordre de verre brisé et de métal tordu. L'indicateur de vitesse avait disparu. La boussole tournait dans le vide. Le système d'oxygène avait été touché, ce qui signifiait qu'il suffoquait lentement dans l'air raréfié à 7600 mètres d'altitude. Le manque d'oxygène rendait le monde gris et flou sur les bords. Il donnait au cerveau de Zimmer l'impression d'être lent, comme s'il pensait à travers une couche de coton. Mais les héros japonais se moquèrent de sa douleur. Ils étaient implacables.
Ils avaient fois vu les canons de nez se taire après que Sarnowski avait été touché, et ils sentaient le sang. Ils se mirent en ligne pour une nouvelle passe, plongeant depuis la position de midi, visant droit vers le pare-brise brisé du cockpit. Ils voulaient en finir le travail. Ils voulaient placer un obus de 20 mm directement dans la poitrine de Zemer. Zemer les vit arriver. Il ne pouvait plus riposter. Son canon de nez fixe était enrayé ou à court de munitions, et il ne pouvait de toute façon pas atteindre la gâchette. Il devait défendre l'avion de la seule façon possible, en le pilotant comme un fou. Un B-7 n'est pas conçu pour esquiver, c'est un autobus, mais Zemer saisit le manche et le projeta sur le côté. Il enfonça la pédale du gouvernail droit jusqu'au plancher. L'énorme bombardier gémit. La peau métallique hurla lorsque la résistance de l'air la frappa de côté. L'avion dérapa violemment vers la droite, glissant hors de la trajectoire des balles traçantes qui arrivèrent. Les balles japonaises bourdonnèrent dans l'air vide où le cockpit s'était trouvé une fraction de seconde auparavant. Les zéros passèrent en trombe, leurs moteurs hurlant. Ils étaient frustrés. Ils se redressèrent et firent une boucle pour un nouvel essai. Cette fois, ils arrivèrent par la queue. À l'arrière de l'avion, le reste des castors enthousiastes se battaient pour leur vie. Les mitrailleurs de flanc glissaient sur les douilles vides qui jonchèrent le sol. Les canons de leurs mitrailleuses de calibre 50 rougeoyaient d'un rouge cerise à cause de la chaleur. Ils ne tiraient en plus par courtes rafales contrôlées. Ils maintenaient les gâchettes enfoncées, pulvérisant un mur de plomb sur tout ce qui bougeait. C'est là que la modification Frankenstein de Zemer les sauva. Les zéros tentèrent d'attaquer par le côté, s'attendant au faible canon simple d'un bombardier standard. Au lieu de cela, ils se heurtèrent aux mitrailleuses jumelles de calibre 50 que Zemer avait installées. Les lourdes balles déchiquetèrent le blindage léger japonais. Un zéro prit un coup dans le réservoir de carburant et explosa. Un autre perdit sa queue et partit en vrille dans les nuages. Mais l'essaim était trop important. Pour chaque avion qu'ils abattaient, 2 autres prenaient sa place. Les attaques arrivaient par vagues comme une meute de loups déchirant un buffle blessé. Un obus de canon frappa l'aile, perçant un trou de la taille d'une assiette. Un autre toucha le stabilisateur vertical, déchiquetant les câbles du gouvernail. L'avion trembla violemment. Dans le compartiment du nez, Joe Sarnowski était en train de mourir. Il gisait sur le sol, sa vie s'écoulant sur l'aluminium froid. Il était faible. Il pouvait à peine lever la tête, mais à travers le brouillard de la douleur, il vit une ombre tomber sur le cockpit. Un zéro arrivait lentement, virant pour un tir mortel assuré sur le pilote. Sarnowski ne réfléchit pas, il agit. Il traîna son corps brisé jusqu'au canon. Cela dut lui prendre chaque once de force qui lui restait. Il se hissa, saisit les poignées des jumelles de calibre 50 et les pointa vers l'ennemi. Il n'avait pas la force de viser parfaitement, alors il fit simplement marcher les traçantes sur la cible. Le pilote japonais ne le vit jamais venir. Il pensait que le mitrailleur de nez était mort. La rafale soudaine de tir le prit complètement par surprise. Les balles déchirèrent la verrière du zéro. L'avion se retourna et tomba vers l'océan. Ce fut le dernier acte de Sarnowski. Il s'affaissa sur les canons. Sa mission accomplie. Il avait défendu son ami et son avion jusqu'à la toute fin. Zemer sentit l'avion trembler alors que le zéro tombait. Il savait que Sarnowski était parti. Il sentit un nœud froid et dur de rage dans son estomac. Il vérifia sa montre. Il s'était battu pendant 20 minutes. La mission de cartographie était censée être terminée, mais il n'avait pas encore couvert toute la cible. Le combat aérien chaotique les avait fait dévier de leur trajectoire. Et il avait un choix. Il pouvait plonger vers le pont. Il pouvait pousser le nez vers le bas, prendre de la vitesse et essayer de semer les zéros dans la couche de nuages en dessous. C'était la décision intelligente. C'était la décision qui sauverait sa vie. Mais s'il faisait cela, la mission était un échec. Il n'obtiendrait pas les photos. Les planificateurs de l'invasion seraient aveugles. Zemer regarda les commandes de la caméra. La caméra tournait toujours. Il regarda l'horizon. Il avait besoin de 10 minutes supplémentaires pour terminer le travail. Il prit la décision. Il ne tourna pas vers la base. Il ramena le bombardier criblé de balles sur la trajectoire de vol. Il nivela les ailes. Il vola droit et stable, ignorant les chasseurs qui bourdonnaient autour de lui comme des guêpes en colère. C'était l'acte ultime de défi. Il disait aux Japonais
Vous pouvez me tirer dessus, vous pouvez briser mon avion, vous pouvez tuer mon équipage, mais vous ne pouvez pas arrêter cette mission. » Les héros ne pouvaient pas le croire. Le bombardier était criblé de trous. Il traînait de la fumée. Le pilote se vidait de son sang. Et pourtant, ils continuaient simplement à voler droit. Ils lui lancèrent tout ce qu'ils avaient. Ils attaquèrent un d'en haut, d'en bas, des côtés. Mais le vieux 666 refusait de mourir. Le bombardier de la casse, l'avion construit à partir de débris, encaissait une correction qui aurait désintégré un avion neuf d'usine. La plaque de blindage que Zehmer avait récupérée arrêta les balles. Les canons supplémentaires tinrent les chasseurs à distance et le pilote refusa simplement d'abandonner. Finalement, le compteur de film cliqua sur 0. Les photos étaient prises. Le travail était fait. Zehmer ne célébra pas. Il n'avait pas l'énergie. Il expira simplement un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis 1 heure. Il poussa le manche vers l'avant. Le vieux 566 inclina son nez vers le bas et commença à plonger. Ils tombèrent du ciel comme une pierre. L'air devint plus épais. La température monta. Les héros les suivirent pendant quelques milliers de pieds, tirant quelques coups d'adieu, mais ils étaient à court de carburant et de munitions. Ils ne pouvaient pas poursuivre le bombardier jusqu'en Nouvelle-Guinée. Ils se détachèrent, retournant vers Bougainville, laissant la ruine fumante du B-7 seul au-dessus de l'océan. Le silence qui suivit fut choquant. 1 minute, le monde était rempli de moteurs rugissants et de tirs de mitrailleuses. La suivante, ce n'était que le bourdonnement des propres hélices du bombardier et le vent qui sifflait. Zehmer nivela l'avion à 1500 mètres. Il essaya de faire le point sur la situation. C'était mauvais. Le système hydraulique était détruit, ce qui signifiait que les freins et les volets ne fonctionneraient pas. Le système d'oxygène était détruit. La radio était réduite en miettes. La boussole était cassée, et il perdait du sang rapidement. Il regarda sa jambe. La combinaison de vol était saturée. Il commença à se sentir lourd. L'adrénaline s'estompait et le choc s'installait. Il savait qu'il était en difficulté. S'il perdait connaissance, l'avion s'écraserait. Il appela l'équipage par l'interphone endommagé. Y a-t-il quelqu'un de vivant là derrière ? Une par une, les voix revinrent. Ils étaient nés blessés. Le mitrailleur de la tourelle supérieure avait une balle dans la jambe. L'opérateur radio était blessé, mais ils étaient vivants. Ils avaient survécu à l'essaim. Ils avaient abattu 5-0, un record pour un seul bombardier en une seule mission. Mais ils n'étaient pas encore rentrés. Ils étaient à 960 km de la base. C'est un vol de 4 heures dans un bombardier endommagé. Zehmer devait rester réveillé pendant 4 heures. Il devait garder ses mains sur le manche et ses pieds sur les pédales pendant que son corps hurlait pour qu'il ferme les yeux. Il se concentra sur l'horizon. Il choisit un nuage et vola vers lui. Puis, il en choisit un autre. Il joua à des jeux mentaux avec lui-même pour rester conscient. Il pensa à la bière à la base. Il pensa aux experts qui avaient dit que l'avion ne volerait pas. Il pensa à Joe Sarnowski, gisant silencieux dans le nez. L'équipage essaya de l'aider. Le copilote, qui avait également été blessé, prit les commandes pendant de courtes périodes, mais il était lui-même à peine conscient. Les autres membres d'équipage montèrent au cockpit et essayèrent de panser les blessures de Zehmer, mais il y avait une limite à ce qu'ils pouvaient faire. Ils lui donneraient de la poudre de sulfamide et de la morphine, mais la douleur était plus forte que les médicaments. Heure après heure, l'avion brisé boitilla vers le sud. Les moteurs commencèrent à surchauffer, la pression d'huile chuta. Le vieux 666 tenait par habitude plus que par mécanique. C'était un vaisseau fantôme volant sur l'entêtement seul. Finalement, la côte de Nouvelle-Guinée apparut à l'horizon. C'était une tache verte contre l'eau bleue. C'était la plus belle chose que Zehmer avait jamais vue. Mais voir la Terre était une chose. Y atterrir en était une autre. Zehmer savait qu'il ne pouvait pas utiliser les freins. Il ne pouvait pas utiliser les volets pour ralentir. Il devait faire atterrir un bombardier de 20 tonnes à grande vitesse sur une piste de terre avec un bon bras et une bonne jambe. Et s'il se trompait, s'il rebondissait ou faisait une embardée au sol, l'avion se briserait et tuerait tous ceux qui avaient survécu au combat aérien. Il s'aligna sur la piste à Dobodura. Ce n'était pas leur base d'origine, mais c'était la bande de terre la plus proche qu'ils pouvaient trouver. Il coupa les gaz, l'avion descendit, les arbres se précipitèrent vers le haut. Il tira sur le manche avec son poignet brisé. La douleur lui fit voir des étoiles, les roues touchèrent dans la terre. L'avion rebondit 1 fois, 2 fois. Il se stabilisa, il roula sans frein. Il continua simplement, il roula devant la tour. Il roula devant les avions garés.
Il roula jusqu'au bout de la piste et dans l'herbe. Finalement, avec un gémissement de métal qui se tordait, le vieux 666 s'arrêta. Zemer resta assis dans le silence. Il ne pouvait pas bouger. Ses mains étaient gelées sur le volant. Sa jambe était engourdie. Il entendit les sirènes des ambulances qui venaient palantiner vers eux. Il entendit l'équipage crier. Il appuya sa tête contre le siège. Il regarda le siège vide à côté de lui. Il regarda le sang sur le sol. Il ferma les yeux. La mission était terminée. Le monstre de Frankenstein les avait ramenés à la maison. Quand la poussière retomba finalement sur la piste à Dobodura, le silence était plus lourd que le bruit de la bataille. Les équipes d'ambulance sprintèrent vers le bombardier détruit, s'attendant à tirer des corps de l'épave. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur du vieux 666 ressemblait moins à un avion qu'à un abattoir. Le fuselage était percé en centaines d'endroits. La lumière du soleil entrait par les trous de balles, illuminant le sang qui recouvrait les planchers. On aurait dit que quelqu'un avait pris un fusil de chasse contre une boîte de conserve. Les médecins trouvèrent d'essai le capitaine Jay Zimmer, toujours attaché au siège du pilote. Il était gris, il ressemblait à un fantôme. Il avait perdu près de la moitié du sang de son corps. Le sol du cockpit autour de ses pieds était une mare rouge glissante de fluide hydraulique et d'huile. Sa jambe gauche ne tenait qu'à un fil, l'os brisé, le muscle déchiré. Son bras était inutile. Il dérivait entre conscience et inconscience, ses yeux se révulsant dans sa tête, mais sa main était toujours verrouillée sur le manche de commande. Il avait volé 960 km, se vidant de son sang, refusant de mourir, jusqu'à ce que les roues touchent la terre. Les médecins durent arracher ses doigts du volant pour le mettre sur la civière. Ils trouvèrent Joe Sarnowski dans le nez. Il était drapé sur ses canons, son corps froid. Il était mort comme il avait vécu, en se battant. Il n'avait pas essayé de ramper, il n'avait pas essayé de se cacher. Il était resté à son poste, défendant ses amis, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Les médecins le soulevèrent naïf et doucement hors du compartiment de nez brisé. Ils le couvrirent d'une couverture, mais l'histoire de ce qu'il avait fait se répandait déjà sur l'aérodrome. Les autres membres d'équipage, blessés et épuisés, racontèrent à quiconque voulait les écouter que Sarnowski les avait sauvés. Il avait affronté un essaim de chasseurs avec un trou dans l'estomac et avait gagné. Alors que Zemer était transporté d'urgence à l'hôpital de campagne, les équipes au sol commencèrent à compter les dégâts. Ils arrêtèrent de compter à 180. Il y avait 187 trous de balles et 5 impacts d'obus de canon dans la cellule. L'avion était une passoire. Le longeron principal de l'aile, la colonne vertébrale métallique qui maintient l'aile au corps, était sectionné. Selon toutes les lois de la physique, l'aile aurait dû se détacher en plein vol. Le stabilisateur vertical ne tenait que par une bande de métal. Le fait que l'avion ait volé du tout, sans parler de survivre à un combat aérien de 40 minutes, était un miracle. Les experts qui avaient appelé l'avion un citron et un cercueil volant vinrent le regarder. Ils fixèrent les 19 mitrailleuses. Ils fixèrent le canon de nez fixe que Zemer avait boulonné au sol. Ils fixèrent les jumelles de calibre 50 dans la taille. Ils réalisèrent que leur livre de règles était faux. Les modifications Frankenstein n'avaient pas rendu l'avion trop lourd pour voler. Elles l'avaient rendu trop dangereux pour être tué. La lourde plaque de blindage que Zimmer avait récupérée du tas de ferraille avait arrêté les balles qui auraient tué l'équipage. Les canons supplémentaires avaient créé un mur de feu qui avait tenu les héros à distance. La justification était absolue. Les photos que Zemer avait failli mourir pour obtenir furent développées immédiatement. Elles étaient parfaites parce que Zemer avait refusé de faire demi-tour, parce qu'il avait volé droit et stable à travers la tempête de plomb. Les caméras avaient capturé chaque détail des défenses japonaises sur Bougainville. Les officiers du renseignement comptèrent les avions sur la piste. Ils cartographièrent les bunkers, ils localisèrent les batteries anti-aériennes. Ces photos devinrent la feuille de route pour l'invasion. Quand les Marines prirent d'assaut les plages de Bougainville, quelques mois plus tard, ils savaient exactement où l'ennemi se cachait. La mission suicide de Zemer sauva des milliers de vies américaines, mais le coût fut élevé. Zemer passa l'année suivante dans les hôpitaux. Les médecins voulaient amputer sa jambe. Ils disaient aux nains qu'elle était trop endommagée pour être sauvée. Zemer refusa. Il leur dit qu'il avait besoin de cette jambe pour voler. Et il endura d'innombrables opérations, des greffes osseuses et des infections.
Il mena le combat de la récupération avec le même entêtement qu'il avait utilisé pour combattre les Zéros. Il resta allongé dans son lit d'hôpital, fixant le plafond, rejouant la mission dans sa tête. Il pensa au cimetière d'avions. Il pensa aux nuits tardives à souder des canons dans le fuselage. Il pensa à Sarnowski. L'armée de l'air réalisa qu'elle avait une légende entre les mains. Elle ne pouvait pas traduire Zimmer en cour martiale pour ses modifications illégales maintenant. Au lieu de cela, elle l'honora. Le capitaine Jay Zimmer et le sous-lieutenant Joe Sarnowski reçurent tous deux la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour bravoure que les États-Unis puissent décerner. Ce fut la seule fois dans l'histoire où deux membres du même équipage aérien reçurent la médaille d'honneur pour la même mission. Le reste des castors enthousiastes reçut la croix du vol distingué. Ils devinrent l'équipage aérien le plus décoré de l'histoire américaine. L'héritage du vieux 666 alla au-delà des médailles. Les ingénieurs qui s'étaient moqués de l'idée du canon de nez de Zimmer examinèrent attentivement les résultats. Ils réalisèrent que le B-7 avait un défaut fatal à l'avant, exactement comme Zimmer l'avait dit. Quelques mois plus tard, l'usine commença à produire une nouvelle version du bombardier, le B-7G. La caractéristique la plus marquante du nouveau modèle était une tourelle de menton, une mitrailleuse jumelle télécommandée montée juste sous le nez, conçue pour combattre les attaques frontales. Zimmer avait eu raison depuis le début. Son expérience Frankenstein devint la norme pour le reste de la guerre. Zimmer finit par récupérer suffisamment pour marcher, bien qu'il ait boité pour le reste de sa vie. Il retourna à la vie civile, mais il ne se considéra jamais comme un héros. Pour lui, le héros était le gars qui n'était pas revenu. Il passa le reste de ses années à s'assurer que les gens se souvenaient de Joe Sarnowski. Il raconta l'histoire à quiconque le demandait, ne se vantant pas de son pilotage, mais se vantant du tir de son bombardier. Il voulait que le monde sache qu'un équipage inadapté dans un avion de rebut avait tenu la ligne quand cela comptait le plus. Le vieux 666 ne survécut pas à la guerre. Il était trop endommagé pour voler à nouveau. Il fut finalement mis au rebut, retourné au cimetière d'où il venait. Il fut découpé et fondu, son aluminium transformé en casseroles et poêles ou en revêtements pour maison. Mais pendant un glorieux et terrifiant matin de 1943, il avait été le plus grand cuirassé du ciel. Il avait prouvé que ce n'est pas la peinture qui fait une arme, ce sont les hommes à l'intérieur. Mais cela nous laisse avec une question pour les experts en aviation qui regardent. Zimmer a dû enfreindre toutes les règles du livre pour construire cet avion. Pensez-vous que ce genre d'ingénierie de terrain était du pur génie, ou a-t-il simplement eu de la chance que l'avion ne s'écrase pas au décollage? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Zimmer était-il un visionnaire ou simplement imprudent? Je lirai vos réponses.